quelles seront les conséquences du coronavirus, puisque 50 milliards de produits chinois sont importés chaque année? Faut-il s'inquiéter? Y a-t-il un risque de pénurie de médicaments ou de produits en Europe? On entend plein de choses. Il y a 30 à 40% de touristes en moins en France. Donc forcément, ça va pénaliser beaucoup de personnes. Par an, il y a environ 2,7 millions de touristes chinois qui viennent en France. 30 milliards de dollars de pertes prévues pour les compagnies aériennes. 30 milliards de dollars, hein, c'est énorme. 1 milliard d'euros de pertes pour les grandes entreprises françaises dans le domaine du tourisme et de l'industrie. 27% des vêtements vendus en France viennent des usines de Chine. Et il y a aussi une pénurie de médicaments possible. Alors, quelles seront les conséquences du coronavirus? Qui veut répondre à cette question en premier? Qui se sent d'y répondre? Yann Moix. Les sociétés occidentales, notamment, ne savent pas faire face à l'invisible. Ouais. Que ce soit le terrorisme ou le virus, il y a un point commun, c'est que l'invisible nous échappe et les bourses paniquent face à l'invisible. Ouais. Et comme l'a très bien dit Karim tout à l'heure, il y a dans la viralité quelque chose d'extrêmement symbolique. Or, l'argent repose sur un consensus. Une entreprise, ça repose sur le consensus suivant, que tout le monde croit à la même chose au même moment. Il suffit qu'une personne panique et l'édifice s'écroule, surtout dans des économies qui sont interdépendantes. Donc la viralité, elle est à prendre à tous les degrés. Viralité sanitaire, viralité symbolique, viralité monétaire, viralité géopolitique, et ça contamine tout par l'invisibilité. C'est-à-dire que ce qu'on ne voit pas effraie. Alors, mais c'est surtout, Nicolas Dupont-Aignan, justement, je voulais me tourner vers vous parce que tout à l'heure, vous avez dit quelque chose. Vous avez dit, on a confiné des personnes et puis on a laissé rentrer beaucoup de touristes chinois aussi parce qu'on s'inquiétait de l'économie. Forcément, il y a plein de gens sur les réseaux sociaux, je vois ce qui tourne sur le fil, qui nous disent, voilà, une fois de plus, on va privilégier l'économie bien sûr, à la santé. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Non, mais je pense en fait que c'est la mondialisation qui est quand même à un tournant. Mais... Et moi, j'ai posé au Premier ministre une question sur l'affaire des médicaments. Il y a eu un rapport du Sénat effrayant. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a seulement 10%, 1 sur 10, des médicaments remboursés par la Sécurité sociale qui sont produits en France. C'est ça. 80% sont produits en Asie. Et tout ça pourquoi? C'est parce que l'État a laissé les laboratoires pharmaceutiques faire du fric sur le remboursement de la Sécurité sociale. Ça fait des années que j'alerte sur ces délocalisations des principes actifs. Les 35 principes actifs pour le cancer sont produits en Chine. C'est une folie. Il a raison. C'est une folie géopolitique. C'est une folie. Il a non seulement raison. Là-dessus, il a raison à 100%. Totalement. Non, mais fait deux fois. Mais Cyril, il va y avoir une conséquence. Il y aura sans doute un avant et un après. Mais bien sûr. Et la mondialisation a pris un coup dans l'aile. C'est ça. On ne peut pas laisser tout dans un Mais pays. il y a des entreprises. Je me souviens avoir rencontré un patron d'une entreprise pharmaceutique dans le Loiret qui m'avait expliqué ça il y a 10 ans. Et il m'avait dit, ils vont tout délocaliser, il n'y a plus de contrôle de l'État. Et c'est l'argent en plus public, c'est l'argent de nos cotisations sociales. Donc moi, je ne demande pas qu'on fasse tout en France. Bien sûr. Mais c'est un rééquilibrage. Et cette crise va marquer un tournant. Servir, et si on peut au moins en tirer les leçons, exactement. Tirer les leçons pour relocaliser. Mais ce qui... Il faut relocaliser. Mais ça, c'est un problème économique. C'est parce qu'on peut produire moins cher. Oui, mais excusez-moi. Profit des laboratoires pharmaceutiques sur un médicament, 20%. Je suis d'accord. S'ils sont à 15%, c'est pas un drame. Je suis d'accord avec vous. Et s'il faut ça peut servir à ça, ce sera très bien. Il faudra à un moment dire, on reprend en main la santé. Ça ne veut pas dire tout nationaliser, je ne suis pas un communiste. Non, mais un laboratoire, je pense que c'est une bonne idée. Mais oui, mais il y a un moment, vous ne pouvez pas laisser la recherche pour la santé aux mains des actionnaires. Alors, des laboratoires. Est-ce qu'il risque d'y avoir une pénurie de médicaments? C'est de renationaliser. Non, pas pour l'instant. Jean-François Eliaou. Pas pour l'instant. On est déjà en pénurie de médicaments. Pas pour l'instant, mais effectivement, c'est un vrai souci d'indépendance, si je peux dire, ou d'autonomie de la France et de l'Europe en général. Moi, je voudrais juste rajouter un point qui pourrait paraître technique, c'est qu'au bout de 10 ans, un médicament devient générique. D'accord ? Devient générique. Puisque la propriété industrielle est perdue, 10-15 ans. C'est comme ça. Et donc, à partir de ce moment-là, les génériques sont fabriqués en plus grande quantité dans des pays où il est plus facile de les fabriquer. Voilà, pour être le plus clair possible ou le moins obscur possible. Exactement. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que ces médicaments génériques, que l'on utilise systématiquement tous les jours et qui nous sont pratiquement imposés par la Sécurité sociale pour des raisons d'efficacité, mais également d'économie, sont fabriqués en dehors de l'Europe. Et ça pose un problème. Dernière chose,
On n'en est pas là parce qu'il n'y a pas de traitement pour le coronavirus. D'ailleurs, c'est quoi le traitement pour le Il n'y en a pas. On fait quoi quand on a le coronavirus? On fait quoi? On traite les symptômes. C'est-à-dire qu'on a mal au ventre, on vous donne Il y a du quand même Spasfon. des médicaments. On a mal à la tête, on vous donne du Doliprane. On a mal, on vous donne non, il y a des traitements. Alors dites-nous, professeur Arnaud. Il y a 2 thérapeutiques expérimentales, et donc c'est bien le terme expérimental que l'on s'échange au niveau international, et l'Agence du médicament française récupère les médicaments. Il y a un produit qui est à l'AMM, qui est un produit qu'on utilisait dans l'infection VIH, qui s'appelle le lopinavir, ritonavir, qui est par la bouche, qui a été utilisé par certains patients hospitalisés en France, et un deuxième qui s'appelle le remdesivir, qu'on avait développé dans la maladie à virus Ebola et qui est par voie intraveineuse sur 10 jours, qui est plus complexe, qu'on réserve aux formes graves et que l'on récupère sur un marché mondial via le laboratoire, via l'agence du médicament, avec un... Et on est bien équipé sur ces 2 médicaments ou pas? Ou il Alors, risque d'avoir une pénurie? il n'y a pas de stock d'État. Voilà. Il faut réguler au cas par cas, puisque le laboratoire va donner au pays qui reçoit des formes graves, etc. Donc ce sont les 2 traitements aujourd'hui? Actuellement, c'est les 2 traitements qui sont expérimentaux. Mais une personne a le coronavirus, elle se présente à vous. Vous faites quoi? Vous lui dites, vous avez mal à la tête, vous avez des problèmes respiratoires. Comment vous le gérez? Donc vous le gérez comment? Vous lui dites quoi? On va évaluer la gravité. On va évaluer la gravité. Si c'est une forme non grave qui ressemble à une petite grippe bénigne, qui n'a aucun critère de sévérité, on va lui donner un traitement contre la douleur, contre la fièvre. Voilà. S'il est plus grave, on va devoir suppléer à sa respiration avec de l'oxygène ou des techniques de ventilation. Et si la forme nous embête parce qu'il y a vraiment des critères de gravité, on va tenter, avec son accord, bien sûr, avec le volontariat du patient, un traitement expérimental qu'on va surveiller. Juste, si on a déjà eu le coronavirus, est-ce qu'on peut l'avoir une deuxième fois? Alors, c'est la vraie question. Alors ça, c'est une bonne question sur le plan immunologique. On ne peut pas répondre à ce stade. Sauf qu'actuellement, on peut répondre partiellement à la vraie question. Où il y a quelques travaux qui montrent, mais sans rentrer dans les détails techniques, que le nombre de mutations, le niveau de mutation du virus n'est pas très très élevé. Donc à partir du moment où vous avez développé une réponse contre la première infection, vous pouvez être protégé de la deuxième. D'accord, a priori. A priori, étant donné le recul qu'on a, qui est chers faible. collègues, le ministre de la Santé, il y a eu une question ce matin, et le ministre de la Santé ne l'a pas confirmé, a dit qu'il ne savait pas encore. C'est ça, pour l'instant. Et que c'est la grande... Il y a eu un cas au Japon, en fait. Il y a eu un cas au Japon d'une femme, notamment là tout récemment, qui aurait été contaminée 2 fois. D'accord. Ce qui pose un vrai problème pour les vaccins. Ça pose un vrai problème. Quels sont les symptômes actuels des connaissances, on peut dire. Alors, les symptômes, c'est problème respiratoire. Problème respiratoire. Fièvre et problème respiratoire. C'est ça. Si on a des problèmes respiratoires. Fièvre et problème respiratoire. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être tout n'importe quoi. Maintenant, le problème qu'il y a. Et on est en épidémie, on est en pic d'épidémie de la grippe saisonnière C'est ça. actuellement. Donc on est en pic d'épidémie de la grippe. D'où l'importance, si je peux me permettre, des médecins libéraux qui ont besoin d'être associés complètement à l'effort, parce que si on ne se concentre que sur l'hôpital, et d'où l'importance, vous avez trouvé que je suis un obsessionnel sur les masques, et les instruments de protection, mais les médecins libéraux ont besoin d'urgence de pouvoir être en relais, parce que sinon l'hôpital public alors est encore plus débordé. C'est déjà le cas. SOS Médecins, par exemple, est en relation avec le SAMU, et quand il y a des cas un peu suspects, mais pas fortement avérés, on envoie un médecin d'SOS Médecins au domicile. Il faut équiper correctement les médecins d'SOS Médecins pour qu'on leur donne plus de masques. Les médecins libéraux, c'est les médecins libéraux de première ligne, donc il y a quand même des efforts qui sont faits en ce moment. Ça arrive à la fin de l'émission. On y arrive. Asdine, vous qui êtes aide-soignant à la Pitié-Salpêtrière, vous êtes sur le terrain toute la journée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a une certaine psychose. Voilà, moi je vois des potes, dès qu'ils ont un petit peu mal à la tête, ils se sentent pas bien dans la journée, ils toussent un peu, ils me disent je pense que j'ai le coronavirus. Est-ce que vous avez des gens qui se présentent à vous comme ça toute la journée? Mais c'est vrai, on y pense tous. Maintenant, dès qu'on a un truc, on pense qu'on a le coronavirus. Donc, le mot psychose est peut-être fort aujourd'hui. D'accord. Il y a une inquiétude réelle dans notre pays. Psychose, on soit encore aujourd'hui. Par contre, il y a des inquiétudes. Il y a un numéro qui est mis à disposition de la population et il nous a été rapporté qu'il ne fonctionne pas. Il est difficile à être joignable. Ça, c'est un peu saturé aussi d'appels. Non, mais je parle de quoi, du CAN? On n'est pas dans le zéro. Je parle du numéro vert. Je constate, je ne critique pas, je fais simplement une constatation que le 0800, aujourd'hui, personne n'arrive à faire la constatation à l'utiliser. Je ne critique pas, qu'on s'entende bien. Par contre, une psychose, non, mais des inquiétudes. Des inquiétudes, oui. Avant l'épidémie en Italie, je vous assure, tous les jours, moi je travaille comme les collègues, et personne ne me parlait du coronavirus. Jusqu'au week-end dernier, il y avait 2 patients qui m'en ont parlé en me disant est-ce que vous pensez que... Et là, depuis l'épidémie, honnêtement, malgré tout, il faut reconnaître que les gens sont assez raisonnables. Il n'y a pas une panique extraordinaire. J'ai vu plein de grippes, j'en vois tous les jours, et personne ne me dit je suis sûr d'avoir le coronavirus. Donc finalement, les gens, ils ne sont pas si angoissés que ça. Ils arrivent quand même à faire la part des choses et il faut quand même le saluer.